partie des examens de l'année 2019-2020. Donc, je me présente, Javier Reyes, je suis expert fiscal diplômé. J'ai approximativement 18 ans de carrière dans le domaine de la fiscalité nationale et internationale. J'ai été également chargé de cours de fiscalité dans diverses écoles. Et également, j'ai servi une ou deux fois de correcteur à des examens. Donc, aujourd'hui, on va aborder des examens 2020-2019, mais j'ai présélectionné 2-3 exercices qui permettraient un peu d'épanouir les sujets relatifs à la fiscalité des personnes morales. Donc, si vous êtes d'accord, on va passer tout de suite à l'examen 2020, exercice 8. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Donc, c'est un cas qui peut se présenter, je dirais, à l'examen, assez basique, pas de trop grande complexité. La question, c'est de savoir, on va vous présenter un certain nombre de produits ou de charges et il faudra évidemment dire s'il y a une influence ou une diminution du bénéfice déclaré. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Dans notre cas qui nous concerne, c'est M. Muller. Il est actionnaire d'une société qui s'appelle Muller SA, dans lequel il a fait l'objet d'un contrôle fiscal pour l'exercice commercial 2019, dans lequel l'inspecteur a constaté certaines charges ou de produits non comptabilisés ou comptabilisés, et on doit maintenant analyser si c'est juste ou non. Donc, à l'examen, on vous demandera d'indiquer si c'est un plus ou un moins du bénéfice déclaré. Dans le cas de l'année 2019, on avait un bénéfice de 400 000. Donc, dans les points A, je dirais jusqu'à F, il y a certaines reprises qui se sont faites. Donc, maintenant, on va déterminer avec votre collaboration s'il s'agit d'une reprise ou non dans le cadre qui n'est pas justifié sur l'impôt fédéral direct. Comme vous savez, les comptes d'une société est prédominant à la détermination de la capacité contributive d'une société. Donc, si vous présentez des comptes actuels auprès des autorités fiscales, le bénéfice qui ressort des comptes va servir à l'imposition de la société. Toutefois, ce bénéfice peut faire l'objet de corrections. Et pour faire l'objet de corrections, le droit fiscal prévoit des règles correctrices. Et on verra que les règles correctrices se retrouvent à l'article 58 LIFD. Dans notre cas qui nous concerne, à la lettre A, M. Muller cède à sa société un immeuble qu'il le détenait évidemment à sa fortune privée. Dans cette donnée, on peut constater que l'immeuble a été vendu pour 2 400 000 et on constate que le prix du marché au 1er janvier 2019, selon une expertise, était de 2 millions. Pour information, la société Muller SA a amorti l'immeuble en appliquant le taux de 7% qui correspond à la notice émise par l'administration fédérale de contribution, un 7% sur les 2 400 000, qui est, on dira, un amortissement dégressif. Et cela résulte un amortissement de 168 000. Est-ce qu'il y a-t-il ou non une problématique sur cet amortissement comptabilisé au sein de la société Muller SA? On peut le voir ici. Est-ce que c'est juste ou non de le reprendre ou de l'accepter, tout simplement? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous avez un prix qui a été cédé à 2 400 000. Quel est le prix du marché? 2 millions. Marché, il est de 2 millions. Comment peut-on justifier la différence? Il y a Est-ce qu'il y a déjà un problème au niveau du droit comptable? Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Il y a une réalisation effective, non? Alors, par réalisation effective, dira-t-on simplement qu'on est en présence d'un actif surévalué de 400 000. Il faut l'évaluer à la valeur réalisable. À la valeur vénale. Donc, la valeur vénale, il est de 2 millions. Donc, ça signifie que l'actionnaire a apporté un actif surévalué. Donc, on a une problématique déjà au sens du droit comptable. On a apporté un actif plus élevé que la valeur de marché. Et d'un point de vue fiscal, ce qui va avoir comme conséquence, c'est qu'on ne va pas admettre les amortissements à concurrence de cette valeur surévaluée. On est un peu, en guillemets, d'un actif fictif parce que vous avez apporté un actif plus élevé que sa valeur du marché. Donc, tous les amortissements qui se feront dorénavant dans le futur sur un prix d'acquisition de 2 400 000
les autorités fiscales vous le refuseront à concurrence des 400 000. Donc, conclusion, les 168 000 qui ont été comptabilisés vont être refusés étant donné que nous sommes en présence d'un actif fictif pour un montant de 400 000. Donc, dans ce cas-là, la réponse ou la solution, c'est de dire que le bénéfice sera corrigé d'un montant de 168 000. Et la contrepartie de cette reprise, ça signifiera qu'on aura une réserve latente imposée. Donc, on va comptabiliser dans les fonds propres une réserve latente imposée d'un montant correspondant à 168 000. Ça, c'est pour le capital. Pour le bénéfice, les 400 000 seront augmentés de 168 000. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi? Tout est bon? Tout est OK? Oui. OK. Passons à la lettre B. Lettre B nous dit la société Muller SA a effectué le 1er octobre 2019 un paiement anticipé de 500 000 francs pour l'acquisition d'une halle de stockage. Xavier Hubert, vendeur de l'immeuble, est un tiers indépendant, important de le souligner, un tiers indépendant. Ce paiement a été activé au bilan sur le compte immeuble au 1er octobre 2019 pour le montant de 500 000 francs. La conclusion du contrat et l'inscription au registre foncier n'ont été effectuées qu'en début janvier 2020 avec un profit et risque au 1er janvier. Au 31 décembre 2019, le montant activé a été amorti à charge du compte de résultat à un taux de 7%, donc il respecte la notice de l'administration fédérale de contribution, au prorata temporis, donc pour 8 750. Est-ce que cet amortissement est justifiable? Personne ne se prononce? Question. Qu'est-ce qu'il a acquis en finalité? Est-ce qu'il a acquis un immeuble ou pas? Non. Alors, qu'est-ce qu'il a acquis ou qu'est-ce que la société a fait? On vous dit… Elle a versé une avance, on peut dire. Voilà, un paiement anticipé de 500 000 francs pour l'acquisition. À quel moment l'immeuble est inscrit dans les comptes de la société? Elle n'a pas la jouissance avant le 1er janvier. Voilà. Donc, au 1er janvier 2020. Donc, est-ce qu'on peut comptabiliser un amortissement sur un acompte? Non, puisqu'il n'y a pas eu de réduction de valeur, on peut dire. Il n'y a pas de bien. C'est une créance que vous avez contre le tiers, contre le vendeur. L'actif n'est pas activé. L'actif, vous ne l'avez pas fait. Vous l'aurez, la transfert des risques et des profits à partir du 1er janvier 2020. À ce moment-là, l'immeuble vous appartiendra. Mais en attendant, l'immeuble, vous ne l'avez pas acquis. Vous avez simplement versé un acompte de 500 000 francs. Donc, on ne peut pas comptabiliser un amortissement sur un acompte versé. Donc, dans ce cas-là, les 8 750 seront évidemment reprises rajoutées au bénéfice déclaré. Donc, ça va faire plus 168 plus 8 750. Après, je pourrais juste dire une exception, c'est que le manuel suisse d'audit autorise, si vous souhaitez, si l'acquisition est proche entre le moment où vous versez l'acompte et au moment où l'immeuble est acquis. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Le tribunal fédéral confirme que vous pouvez déjà comptabiliser l'immeuble parce qu'on considère que l'opération est proche et que si vous avez signé un contrat ferme d'achat d'un immeuble, vous pouvez déjà, par la signature, comptabiliser l'immeuble et que le fait de dire que c'est à la date de l'inscription au registre foncier que vous détenez la propriété, c'est une forme déclarative. La passation de la propriété se fait déjà au moment où vous signez. Cet aspect avait été confirmé par le tribunal fédéral. Donc, dans le cas de la solution, d'un point de vue formel, on considérera que la solution, c'est que la propriété est intervenue au 1er janvier 2020, mais en pratique, on peut avoir une approche différente pour que vous sachiez. Mais la solution de l'examen, c'est bien de considérer que les 8 750 ne sont pas justifiés, ce n'est pas un amortissement, donc par conséquent, on doit le reprendre car il a été fait sur une créance. Lettre C. La société Muller SA, arrêtez-moi si vous avez des questions. Hein. Le but, c'est de dialoguer et d'échanger. Hein. La société Muller SA a versé un don en espèces de 20 000 francs à une église libre et chrétienne. Et ce paiement a été comptabilisé à charge du compte résultat. Selon l'attestation des autorités, l'église libre poursuit un but cultuel, exonéré d'impôts. Que pensez-vous de cette opération? Est-ce que le don est-il déductible?
Si oui, à concurrence de combien? Oui, c'est déductible. Ouais, il me semble que c'est bon. Ouais, déductible. Vous dites oui. Oui. Tout le monde, on a la majorité. Que signifie un but cultuel? Religieux? Voilà. Et quels sont les dons qui sont déductibles? Des dons faits à des sociétés qui ont un but d'utilité publique ou un service public. Est-ce qu'un but cultuel est un intérêt public ou de service public? C'est pas de service public. Donc, article 59 LIFD, alinéa 1, lettre G, lettre C, LIFD, nous dit que les dons en espèces ou sous forme de d'autres valeurs patrimoniales jusqu'à concurrence de 20% du bénéfice net en faveur de personnes qui ont leur siège déjà en Suisse et qui sont en raison de leur but de service public ou d'utilité publique. Est-ce que le fait de faire un don à une église est de service d'utilité publique? Pour moi, il me semble que oui. Alors non, justement pas. Les dons faits auprès d'une église ou d'un but cultuel n'est pas une charge justifiée commercialement. Les seuls dons qui sont admis sont en faveur d'une société qui a un but d'utilité publique ou de service public. Donc, dans ce cas-là, les 20 000 francs devront être repris par les autorités fiscales. Donc, il y aura une reprise de plus de 20 francs. Donc, ces 20 000 francs viendront en augmentation du bénéfice de la société, car elle ne remplit pas le critère de la loi ou des conditions de la loi exposées justement à l'article 59, alinéa 1, lettre A, lettre C, LIFD, pardon, qui est clairement exposé qu'on déduit le 20% du bénéfice. Donc, c'est 20% du bénéfice de quoi? Bénéfice net ou imposable? Dans notre cas qui nous concerne, on avait un bénéfice de 400 000 imposable, donc c'est 20% du bénéfice net. Donc, ça veut dire qu'on pourrait déduire au maximum 80 000 de dons auprès d'une personne morale ayant des buts de service public ou d'utilité publique. D'accord? Mais la réponse ici, c'est que le don fait à une église n'est pas déductible, n'est pas considéré comme une charge, je dirais, déductible, donc de don, qualifié de don déductible. Donc, on reprend les 20 000 francs. Donc, ça va faire plus 20 000.